Le phénomène TikTok, le réseau social chinois, passe mal, très mal aux États-Unis et en Europe. L'Afrique doit-elle, de son côté, en profiter ou s'en méfier? TikTok, danger ou opportunité pour le continent? C'est le thème du forum de cette semaine et nous en parlons avec le professeur Mévor Amouzou-Glikpa. Il nous fait plaisir d'être au plateau pour la première fois dans le forum. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences de sociologie de l'éducation à l'université de Lomé. Merci d'être avec nous. Notre deuxième invité, très connu de ce plateau, Sogoyou Kegewe, le journaliste ambassadeur, ancien ambassadeur, est avec nous. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à nos téléspectateurs. Et notre troisième invité, Jerry Komandega Tama, le nouveau marié, député, président du nouvel engagement togolais, net. Mariage, là, vient chercher quoi dans l'émission ici? Honorable, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, très bien. Député, mais j'aurais dû dire député sortant. Vous remettez votre mandat en jeu très bientôt. Vous êtes encore candidat? C'est dans 6 mois, dans 8 mois, donc on a encore le temps. Oui, bien sûr que je suis candidat. Je crois que j'ai un itinéraire à faire et un itinéraire de politicien doit passer par une présence à la représentation nationale avant de diriger éventuellement le pays si tous les as sont alignés. Mais vos électeurs vous demanderont ce que vous avez pu faire en 5 ans ou en 6 ans pour demander encore un renouvellement. Bon, je pense que moi, sur cette question, je suis plutôt très à l'aise parce que, vous savez, la fonction de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action du gouvernemental et faire des propositions de loi. En 4 ans et demi maintenant, nous avons, sur l'ensemble de ces années, je pense que nous sommes aujourd'hui à 44 interpellations parlementaires. Malheureusement, je suis le seul à faire des interpellations parlementaires. Et nous sommes à 3 propositions de loi. Malheureusement, on n'a pas abouti pour des calculs plutôt partisans. Mais sur ce point-là, en tant que député, tout simplement, je pense que je ne vais pas dire qu'on a fait le maximum. On aurait pu sans aucun doute faire plus. Mais on a fait quand même le minimum qu'on pouvait faire. Et puis maintenant, en tant que député, même si ce n'est pas forcément la fonction, je pense que aujourd'hui, tous les Togolais qui nous écoutent et qui nous connaissent reconnaissent quand même que le parti que je dirige est celui qui est régulièrement présent sur le terrain, que ce soit dans les actions sociales. Nous avons été très présents lors du Covid. Nous continuons à être présents pour soutenir les populations, que ce soit au niveau des établissements où parfois on aide à construire, parfois on fournit des équipements scolaires. Et puis là, je reviens de l'Est Mono où on vient de mettre en place 2 forages pour 2 localités. Il y a tellement de besoins, mais on essaye. Quelqu'un vous dira que 2 forages, ça ne permet pas de faire le développement. Comme à l'époque, on a fait il y a au moins 9 villages quand même qui ont profité de nos kits de lampadaires. L'objectif, c'est d'atteindre 14 villages. Il y a un projet pour donner des fonds de roulement à des groupements féminins. Donc, voilà, je ne vais pas tout présenter parce que sinon, quand la campagne va arriver, je n'aurai plus rien à dire. Mais je pense que ce n'est pas ce que nous aurions voulu. Mais à la limite, peut-être contrairement à d'autres personnes, nous aurons un bilan à défendre quand le monde viendra. Vous êtes présent sur le terrain, mais pas seulement. Vous êtes un des hommes politiques les plus présents sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Mais je commence avec vous, professeur Amouzou-Glikpa. La pénétration des communautés africaines par les réseaux sociaux de façon générale devrait-elle d'abord être pensée, étudiée et validée au lieu de consommer à tout va? Quel est votre avis sur la question? Je crois que la réponse à la question que vous posez se trouve dans la question elle-même. La réponse est naturellement oui, parce qu'il faudrait, quand nous surveillons nos sociétés et quand nous avons des visions, c'est-à-dire là où on va, vers où on va, et en tout cas, il faudrait contrôler tous les intrants dans les modes de vie des populations. Mais la question autrement posée est de savoir, est-ce que l'Afrique peut contrôler, sinon comment est-ce que l'Afrique pourra contrôler les nouvelles manières de faire, les nouveaux modes impulsés par la mondialisation dans la culture africaine, dans l'entrée de ces modes de vie dans la culture africaine? Est-ce que nous avons souvent essayé ce genre de contrôle-là? Je crois que c'est un défi, et c'est un défi qui incombe à nos sociétés, à nos États,
Et c'est bien Est-ce que c'est un défi technologique ou un défi scientifique? À défaut d'avoir les moyens techniques pour exercer ce contrôle, pourquoi vous, dans les universités, dans les think-tanks, vous ne réfléchissez pas au contour de ces réseaux sociaux pour voir si c'est bon, quel impact sur les sociétés? Pourquoi cela ne se fait pas de façon visible? Cela se fait. À l'université a ses missions et nous organisons surtout dans le domaine des sciences de l'homme et de la société. On fait des colloques, on fait des tables rondes pour discuter et de la dynamique sociale, des changements, des transformations sociales. Mais qui nous entend? C'est entre universitaires que cela se débat et c'est pourquoi ce n'est pas très connu. Mais quand vous dites, est-ce que c'est plutôt des mesures techniques qu'il faut prendre, je dirais que le vrai problème, c'est plutôt au niveau culturel et idéologique. Nos sociétés fonctionnent sur la base de quelle culture? Sur la base de quelle originalité culturelle? De quelle identité culturelle? En tout cas, nous sommes sortis de la colonisation. Est-ce que nos sociétés ont eu le temps de se refaire et de se projeter dans l'avenir? C'est une question d'idéologie sociale. Et on en parlera peut-être dans des détails si vous voulez. Ce n'est pas une question technique, c'est une question d'identité culturelle, d'idéologie sociale. Mais pourquoi y a-t-il aucun contrôle sur l'utilisation, de façon générale, des réseaux sociaux en Afrique? On ne s'interroge pas là-dessus. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour nos sociétés? Mais qui va s'interroger? Si c'est les pouvoirs publics qui en parlent, tout le monde hurle à la dictature. Qui maintenant va? La société civile, l'autre, elle veut toujours caresser les populations dans le sens du poil. Ce que les populations font, c'est bien parce qu'on veut que, quand on sort, dit c'est notre sauveur, alors que vous ne sauvez personne de rien. Et le vrai problème, Gilles, pourquoi tu veux qu'on contrôle TikTok ou bien les réseaux sociaux? L'Afrique, nous sommes les premiers producteurs de coton, mais on importe les habits. Premier producteur café cacao, le chocolat, on l'importe. Premier producteur, disons, premier en matière de spiritualité ancienne, mais on importe les religions à tour de bras. Aujourd'hui, dans tous les coins du Togo ou de Lomé, chacun met son apatam, il vient avec une religion, on prend la même religion d'origine, on met un nom à côté, et puis bon, on est devenu père fondateur d'une religion. Donc, tout ce désordre est tel que tu peux te lever un jour pour dire on va contrôler TikTok. Pourquoi TikTok? Et les autres? WhatsApp, Facebook, Telegram, même Twitter. Heureusement, Twitter, c'est pour des personnes, disons, sélectionnées. Tout le monde ne se promène pas sur TikTok pour raconter sa vie. Non, Twitter, voilà. Tout le monde ne se promène pas sur Twitter pour raconter sa vie. Là-bas, au moins, on sait que c'est des gens qui ont un certain profil. Et quand ils veulent parler, ils disent quelque chose de sérieux, quelque chose d'important, et ils le disent brièvement. Donc, tout ce désordre installé, je ne sais pas comment vous pouvez vous lever un matin pour dire on va contrôler TikTok. En réalité, ce n'est pas TikTok qui est mauvais, ce n'est pas Facebook qui est mauvais, ce n'est pas Telegram, ce n'est pas chose qui est mauvais, mais c'est l'utilisation que nous en faisons. Est-ce que vous voyez? C'est l'utilisation que nous faisons de ces instruments de communication sociale. Qu'est-ce qu'on en fait en fait? Dans les autres pays, les gens utilisent ça pour avancer. Il y en a qui utilisent pour faire des affaires. Il y en a qui utilisent pour faire le commerce, pour vendre. Mais nous, en Afrique, malheureusement, dans la plupart des cas, nous utilisons ça, excusez-moi le terme, pour des bêtises. Djibril Taba, en tant qu'homme politique, pourquoi vous laissez ce chantier en friche? Vous n'avez pas encore fait d'interpellation sur TikTok, à ma connaissance, à l'Assemblée nationale. Non, mais au fait, vous posez d'entrée de jeu la problématique à charge. C'est un peu comme si en réalité les réseaux sociaux étaient foncièrement mauvais. Et là, c'est que de la façon dont vous posez la problématique, c'est enlever des aspects positifs aux réseaux sociaux, y compris. Moi, TikTok. Je demande seulement le débat. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, il n'y a aucune réflexion. Non, les débats se font, mais comme le professeur l'a dit tout à l'heure, quel est l'impact des réflexions qui se font sur l'utilisation de ces réseaux? Ce que je voulais dire, c'est que d'abord, c'est qu'on peut réguler. La Chine régule les réseaux sociaux. Quand vous allez en Chine, vous n'avez pas accès à Facebook comme vous pouvez l'avoir accès. Vous pouvez utiliser un VPN, mais c'est compliqué. Et vous avez peur de vous faire choper d'ailleurs. Donc du coup, on peut toujours, dans n'importe quelle société, décider de restreindre. On a eu beaucoup de pays, même en Afrique, qui parfois ont décidé d'interdire l'utilisation d'un réseau social. Je pense que le Kenya l'a fait entre-temps, tout ça. Bon, donc, la possibilité existe. Et dans d'autres pays, quand viennent les élections, c'est tout. Voilà, bon, c'est pas grave. Non, ce que je veux dire, c'est que la possibilité existe. Le débat qu'il faut se poser, c'est que est-ce que les réseaux sociaux, à l'instar de TikTok, sont bons ou mauvais?
Et là, on a deux écoles. Il y a le monsieur Kegeo l'a dit tout à l'heure, il y en a qui l'utilisent. Moi, je suis aujourd'hui l'homme politique qui est le plus présent sur TikTok, avec le plus grand. Je dois être dans les 35 ou 36 000 abonnés. On peut utiliser TikTok pour transmettre des messages. Moi, je donne des conseils sur TikTok. Il y a plein de personnes qui me rencontrent en cours de route en disant, ah, vraiment, votre conseil là, j'ai apprécié. Aujourd'hui, je suis parfois même surpris de rencontrer des grandes personnes. Parce que souvent, on se dit que TikTok, c'est les jeunes. Mais de rencontrer une personne de la cinquantaine en disant, oui, mais ce que vous avez écrit la dernière fois, c'est une très bonne chose. Donc, on peut utiliser TikTok, soit pour faire passer des messages, pour le placement des produits, on en viendra, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se rendent compte que c'est un bon créneau quand même pour le business. Maintenant, malheureusement, et là, je suis entièrement d'accord avec le professeur Kogeye, c'est que, ben, en fait, on rentrera peut-être dans les détails, l'utilisation, l'outil même permet à des gens, même si la personne ne sait pas écrire ou lire, à venir faire des choses. Et donc, du coup, on tombe dans une sorte d'élabrement, comment on appelle ça, idéologique. On tombe dans une sorte où il n'y a plus de barrière sociale. Vous voyez des jeunes filles de 14, 15 ans, qui sont même à peine pubères, qui viennent soit danser quasiment nues. Et malheureusement, c'est ça qui attire le plus de vues. Donc, la question aujourd'hui n'est pas de savoir si TikTok est bon ou pas. Chacun trouve son intérêt. Mais c'est de savoir l'usage que nous, on en fait malheureusement en Afrique. Parce que quand vous prenez en Occident, prenons l'exemple du jeune Kabilam, qui est devenu l'un des plus grands TikTokers en ne parlant jamais. Ce mec-là, aujourd'hui, il est devenu milliardaire grâce à TikTok, sans jamais parler, sans jamais mettre de contenu dégradant. Mais c'est aujourd'hui le vrai problème, c'est que qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on peut peut-être se poser des questions. On peut, là maintenant, le parlementaire peut dire oui, pourquoi ne pas essayer de trouver un moyen, non pas de réguler, mais d'encadrer. Surtout ces attitudes qui sont déviantes et qui font que ça reste quand même aujourd'hui pour certaines vidéos qu'on va sur TikTok des atteintes à la moralité. Il faut trouver le moyen, par exemple, peut-être de réguler. Professeur Moussoglipa, pourquoi les Africains en majorité utilisent TikTok de façon perverse? Je ne veux pas dire ludique. Oui. Non, ludique, ça irait encore perverse. Si vous dites perverse ou ludique, je pense que pour s'occuper sérieusement, il faut avoir un objectif. Quand vous êtes mentalement un oisif, quand vous n'êtes pas suffisamment investi d'un plan, d'un objectif, d'ambition de ce que vous voulez faire de votre vie, eh bien, vous allez dans tous les sens et vous ramez à compte dans tous les sens. Vous passez toute votre vie à vous amuser. Vous passez toute votre vie à vous amuser. Merci de m'avoir simplifié ce que je voulais dire. C'est en absence d'une certaine culture. Parce que vous et moi, ou nous tous, M. Segoyou, M. Yeritama, sur ce plateau, nous sommes d'une génération différente. Et le monde que nous vivions quand nous étions sur les bancs, quand nous étions à l'école, au primaire, au secondaire, n'était pas rempli de tous ces problèmes, de toutes ces situations contradictoires que nous avons aujourd'hui. Et en même temps, il y avait une certaine construction culturelle, idéologique. Nous sommes peut-être la deuxième génération qui suivait directement celle des indépendances. Et les années des indépendances en Afrique ont été marquées par la construction d'idéologies sociales. Je me rappelle très bien qu'on nous a fait étudier les idéologies ou les philosophies sociales telles que la négritude, c'est-à-dire la fierté d'être nègre, de la proclamer, même si le contre-courant anglo-saxon dit que le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore, c'est aussi une manière de penser, et une manière de penser et d'agir. Il y avait le consciencisme de Kwame Nkrumah. On a eu des auteurs, on a eu des idéologues africains et qui permettaient à notre génération de réfléchir dans un sens, de voir comment on peut faire de sa vie et de sa génération, de sa société, quelque chose de meilleur. Mais qu'est-ce qui s'est passé subitement? Subitement, la question... Pourquoi le monde s'est-il effondré? Pourquoi, effectivement, cette culture idéologique sociale s'est-elle effondrée? C'est parce qu'il n'y a pas eu de suivi. C'est-à-dire, si nous étions conscients, si l'élite intellectuelle était consciente quand même, parce qu'il y a même des Martiniquais qui s'étaient mêlés, Frantz Fanon et Aimé Césaire, pour construire cette fierté, cette idéologie, une certaine culture africaine. Tout comme les Chinois ont leur culture.
tout comme les Indiens ont leur culture. La mondialisation n'enlèvera pas à ces peuples leur base culturelle, ce qu'ils sont. Donc, ils ne vont pas dans tous les sens. Ils font des choix, des sélections. C'est parce que la génération suivante, c'est-à-dire celle qui a suivi, n'a plus fait le relais de cette manière de penser africaine, de civilisation ou de philosophie africaine qui pouvait canaliser nos sociétés. Aujourd'hui, ouvrez le débat, interrogez nos jeunes, même bacheliers, universitaires, parlez-leur de ces idéologies africaines identitaires et je crois qu'ils ne s'en souviendront plus. Et donc, nous sommes équilibrés parce que notre cerveau est quand même rempli d'un certain nombre de convictions. Quelles sont les convictions sur lesquelles nos générations d'aujourd'hui s'appuient pour se défendre dans le monde? À défaut de cela, ils vont rentrer dans la... Donc pour vous, c'est un problème d'éducation, un problème de formation de l'élite africaine. Mais comment cela s'est-il fait? Bien qu'il y ait des écoles, il y a des universités, pourquoi donc l'ouverture de nos pays aux nouvelles technologies de l'information et de la communication s'est faite dans le désordre, au point que le terreau culturel aujourd'hui... Voilà, comme l'a dit M. Gliba, on n'a pas une fondation commune au départ. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que l'enfant de Lomé est éduqué autrement qu'un enfant de Parakou. Pourtant, nous sommes tous des Africains, nous sommes des pays voisins. On n'a pas une idéologie africaine noire. Et vous allez en Chine, mais depuis le départ, l'enfant qui habite Shenzhen, au sud-est, a la même éducation que celui de Pékin et celui d'une autre province lointaine. On n'a pas une base commune. Quand vous prenez des pays comme la Corée du Sud, qui est aujourd'hui un des pays technologiquement les plus avancés, mais il faut lire un peu sur comment on éduque les enfants en Corée du Sud. Un enfant sud-coréen n'a pas le temps de regarder TikTok ou WhatsApp pour regarder les filles de la dernière vedette du coin qui agitent ses fesses. L'agitation des fesses est un trouble pour la jeunesse africaine. Mais c'est ça qu'on voit sur les réseaux sociaux. Qu'une fille danse, c'est normal. Tout le monde peut danser, mais qu'elle mette spécialement en chose ses fesses pour les agiter, mais c'est une atteinte à la pudeur, mais on n'en parle pas. Et des pommades pour faire des fesses artificielles pullulent partout. Des filles s'intoxiquent, il y en a qui en meurent, mais ça ne les décourage pas. Tout le monde veut agiter les fesses parce qu'il semble que c'est rentable. C'est la faute des hommes. Il semble que vous, la jeunesse, vous aimez les grosses fesses. Il n'y a pas de jeunes ici, nous sommes tous vieux ici. Nous, on aime les filles comme elles sont, c'est tout, ni moins ni plus. Mais Gilles, par contre, s'il faut juger les réseaux sociaux, je m'étonne qu'aujourd'hui, vous vous attaquez à TikTok alors qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui étaient là et qui n'étaient pas moins corrupteurs. On se laisse contaminer par les idéologies du moment, à savoir TikTok étant chinois, et à cause de la guerre que nous connaissons, tout ce qui est chinois est mauvais, tout ce qui est russe est mauvais, et on fait un procès, disons, satanique à TikTok, alors qu'il y a d'autres réseaux qui sont là. Et dans ces pays qui avaient les premiers créé des réseaux complètement toxiques pour notre jeunesse, mais eux, ils interdisent TikTok. Par contre, si aujourd'hui tu te lèves ici et tu interdis WhatsApp ou tu interdis Facebook, mais c'est un scandale, c'est un tollé. Quand tu interdis même une petite station de radio qui intoxique la planète, mais c'est un tollé. Alors, pourquoi nous jugeons TikTok et nous ne jugeons pas les autres? Parce que TikTok est chinois et ce qui est chinois est mauvais. En Afrique, ce qui est chinois n'est pas mauvais. C'est à nous de savoir utiliser ce qui est chinois, américain, français, anglais ou je ne sais pas quoi, australien. Sinon, automatiquement et instinctivement, on ne peut pas dire, ah, comme c'est chinois, c'est mauvais, on va interdire. Non. Directement, le professeur Mouzouklikwal disait tantôt que ceux qui s'adonnent de façon perverse à l'utilisation de TikTok n'ont pas d'objectif. Si un aussi grand nombre d'Africains, de citoyens, de Togolais, donc manquent de se construire une vision du monde et d'avoir de grands objectifs à défendre, est-ce que ce n'est pas l'échec des politiques aussi? Est-ce qu'il ne vous revient pas d'impulser justement cette dynamique générale, de donner une vision en laquelle les citoyens doivent croire? Non, d'abord, je ne suis pas d'accord avec l'avis du professeur. En fait, il faut savoir que d'abord, TikTok, comme beaucoup de réseaux sociaux, sont très addictifs. C'est-à-dire que ce n'est pas que le gars qui va sur TikTok, parce que TikTok, contrairement aux réseaux sociaux, est un réseau qui s'utilise sans abonnement.
C'est-à-dire que si vous n'êtes pas inscrit dans TikTok, alors que les autres réseaux sociaux, vous devez être inscrit d'abord. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas inscrit sur TikTok, je vous envoie un lien. Vous arrivez, il va vous demander juste de télécharger l'application et vous êtes dedans. Donc, c'est un réseau qui est très addictif, mais qui n'est pas destiné aux oisifs. C'est le premier élément qu'il faut. Il faut savoir que de toute façon, quand vous avez un pays où vous avez près de 50% de personnes qui sont à peu près au chômage, ben, c'est que ça devient quelque chose que les gens, c'est qui remplace le ludo et les spas, quoi, tout simplement. C'est que les gens parfois passaient la journée à jouer au ludo. Aujourd'hui, passent la journée. J'ai déjà suivi un développement sur TikTok où le spécialiste disait que c'est un outil qui a été conçu pour pousser les jeunes à l'amusement permanent. Non, mais c'est ce que je dis, c'est très addictif. Premier élément. Deuxième élément, comme on le dit, au fait, près de 70% des utilisateurs de TikTok ont entre 18 et 25 ans. Donc, c'est les gens qui sont actifs comme nous autres qui allons travailler. Nous n'avons pas le temps d'aller sur TikTok. Aujourd'hui, le jeune, à la limite, moi, je connais des jeunes qui sont très bien, qui sont très studieux à l'école, mais dès qu'il a fini ses devoirs, il se met sur TikTok. Peut-être même, on peut dire que s'il sait là où il doit aller, ça l'évite même de dépenser plus d'argent sur autre chose. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas l'addiction que ça crée, c'est parce que ça te donne automatiquement du contenu. Mais attention, aujourd'hui, vous avez tous les chefs d'État en Occident, comme même en trucs qui sont sur TikTok. Macron sur TikTok, ouais, Macron prend son téléphone, fait comme tous les jeunes, enregistrer une vidéo, tromper sur TikTok, parce que, comme on le dit, c'est là où on va à l'encontre des jeunes. Donc, c'est pas, le vrai problème, c'est ce que tu as soulevé, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, à partir du moment où on se pose la question de qu'est-ce qu'on en fait, on rentre dans un deuxième sujet qu'il a soulevé justement, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un règlement de compte purement économique et idéologique. C'est-à-dire que TikTok aujourd'hui, à partir du moment où vous imaginez, en France, c'est près de 5 millions de personnes qui consultent quotidiennement TikTok. Mais quand on revient pour le Togo... Aux États-Unis, près de 140 millions. Voilà. Au Togo, vous imaginez, au Togo, on est à 143 000 utilisateurs de TikTok sur 8 millions de personnes. Honnêtement, c'est pas la chose qui va vraiment déranger le pays, quoi. Facebook a pratiquement 1 million. Donc, sur le fond, c'est vrai de tirer la sonnette d'alarme. C'est vrai aussi que je suppose que vous avez pris ce sujet-là parce que c'est un sujet qui fait actualité avec l'audition du président de TikTok au Congrès américain. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui fait actualité. Et l'Europe qui commence par interdire aussi. Hein. Mais attention, on interdit uniquement que dans les administrations. Oui, mais ça commence. Ben, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est-à-dire que ce que monsieur l'ambassadeur dit, c'est que sur le plan des libertés, on ne peut pas interdire l'utilisation de TikTok aux gens. Mais on peut éventuellement dire, dans les administrations, éviter d'utiliser TikTok. Mais ce que je voudrais dire pour finir, c'est que tous les réseaux sociaux nous espionnent. Google nous espionne. Toutes les données qui sont sur nos téléphones, Google a toutes les données aujourd'hui. Depuis la première fois que vous avez utilisé un smartphone jusqu'à ce jour, si vous avez gardé le même compte, Google a toute votre vie. Tous vos trajets, tout ce que vous faites. Facebook nous espionne. Twitter nous espionne. Mais mais pourquoi on refuse à TikTok ce que, mais c'est ce que je WhatsApp dis, et Facebook et les autres c'est la lutte économique et idéologique, c'est tout ça. Oui, c'est la lutte contre la Chine, c'est la guerre. Nous sommes dans une guerre globale, générale. Il faut lutter contre les Russes, il faut lutter contre les Chinois, il faut leur tordre le bras à toutes les occasions qui se présentent, c'est tout. Sinon, les Européens, les Américains, comme il le dit, ils savent très bien ce que Google fait de notre vie. Ils savent. La CIA, elle s'occupe, la CIA, la NSA, tous ces gens-là, ils ne s'occupent que de nous espionner. En Europe, ils espionnent même les chefs d'État. Bien sûr. Angela Merkel a été écoutée. Macron même a été écouté. L'autre, avec Hollande. Voilà. Tous ces gens ont été occupés, c'est les Américains, c'est pas TikTok. C'est pas TikTok qui les écoutait. Comme tu l'as dit ici au Togo, 140 000 TikTokers. Non, aux États-Unis, 140 000. Non, au Togo, 140 000. Il a dit au Togo, 140 000 TikTokers. Moi, je parle des États-Unis, environ 150 millions. Voilà. Bien sûr. Mais au Togo, même 150 sur le millions, Togo, mais ce 140 000, bon, ils s'en foutent, quelle vie ils ont, ils veulent cacher à la CIA. Est-ce que tu comprends? Mais dans les pays où toute personne haut placée intéresse les services de renseignement, c'est les Américains qui le font avec tous les réseaux sociaux qu'ils ont créés. TikTok arrive hier et on veut nous convaincre que c'est TikTok qui espionne la vie privée des gens.
Mais dites que nous aussi on fait ça, mais on ne veut pas qu'un concurrent nous fasse la même chose. On vous écoutera. Mais il ne faut pas parler comme si les autres, les Africains que nous sommes, on est tellement idiots qu'on ne sait pas que vous êtes plus dangereux, plus nuisibles que les Chinois. Oui, mais et l'Afrique dans tout ça? L'Afrique n'a-t-elle rien à cacher? Puisque pour le moment, elle n'a jamais posé le problème d'espionnage. Ce que les autres soulèvent là, ça veut dire que nous, c'est Cabri, mais on n'a plus peur de couteau, hein, professeur. Merci. Non, je pense qu'il faudrait faire la différence entre ce qui est reproché au TikTok, au plan international, en termes de concurrence entre les grands États, les grandes puissances. Mais la question que nous nous posons de la responsabilité de l'Afrique face au TikTok. Parce que poser autrement la question dit, comment est-ce que l'Afrique s'y prend? Est-ce que, comme vous l'avez dit au départ, un danger ou une opportunité? Eh bien, il faut effectivement, la question se pose. Et moi, je pense que c'est une occasion de poser cette question parce que le TikTok, au moins, peut se présenter comme un grand révélateur de la société contemporaine africaine. Parce qu'il y a la question de l'exhibitionnisme sexuel. La pudeur devient l'impudeur devient la mode. Et donc, si vous posez la question, c'est par rapport à ça. Est-ce qu'avec le WhatsApp, les autres réseaux sociaux ont autant bravé les mœurs, les us et coutumes que le TikTok? Et donc, moi, j'ai échangé avec un de mes assistants et je lui ai dit, mais le TikTok, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il faut interroger aussi les jeunes pour savoir comment ils vivent leur monde et comment ils se le décrivent. Et donc, il dit effectivement, il y a des avantages et des inconvénients. Notamment en termes d'avantages, c'est une source d'auto-information, parce que beaucoup qui n'ont pas la télévision ni des moyens de s'informer s'informent quand même à travers ce qui passe. Ils s'informent ou ils se désinforment? Je vous dirais. De pas ma propre expérience. Monsieur Jerry Tama dit il utilise le TikTok pour communiquer. Donc, c'est de l'information qui passe. Donc, il y a la source de distraction, comme il le disait, un jeu de ludo avant, mais aujourd'hui, le TikTok pour se distraire, pour tuer son temps. Il y a la question de l'actualisation, de l'actualité sur le monde. Il y a les publicités. Et donc, beaucoup d'entreprises s'en servent aujourd'hui pour faire de la publicité, mais aussi des inconvénients, notamment la dévalorisation de la notion d'intimité, surtout chez les jeunes, la menace pour l'éducation des enfants, c'est ce qu'il a ressorti, je ne fais que rapporter. Et donc, et je suis d'accord, je partage ce point de vue. Il y a la dégradation des mœurs, il y a la désinformation. Quand nous parlons d'information, il y a même dans la désinformation, il y a l'addiction, la question de l'addiction et la perte du temps. Bon, alors quand j'ai recensé ça, j'ai dit très bien, donc on a quand même deux écoles, mais qui se rejoignent, parce qu'en même temps on trouve les inconvénients, on trouve les avantages, mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? Quelles sont les conséquences pour l'avenir de l'Afrique, alors que nous sommes même décrits et qualifiés, ce n'est pas faux, comme étant des pays en voie de développement. C'est-à-dire à qui on demande de faire des pas de géant pour rattraper une allure mondiale et mondialiste qui s'en va. Et je crois que la question doit se poser. Et surtout qu'il n'y a aucun programme d'éducation pour apprendre justement à cette jeunesse comment tirer le meilleur profit de ces réseaux sociaux, notamment de TikTok. Si vous évoquez la question de l'éducation, je suis d'accord. Parce que l'éducation peut servir de solution pour cadrer la jeunesse, pour cadrer nos enfants, et je crois que il faudrait davantage renforcer ce que nous appelons ECM, c'est-à-dire l'éducation civique et morale. Je crois que ce n'est pas un enseignement qui doit passer au dernier niveau, un enseignement qui tend vers le facultatif, mais il faudrait replacer un tel enseignement au-dessus, comme un objectif premier de l'école primaire, par exemple. Dire que les objectifs de l'école primaire, dans nos pays africains, parce que nous n'avons pas eu suffisamment le temps après les indépendances de penser nos sociétés, et donc ce n'est pas tard de repenser la société. Les objectifs de l'école primaire, imaginons qu'on s'entendait, qu'on avait le courage et l'audace de dire c'est l'éducation, la formation du jeune à des valeurs de citoyenneté, d'identité culturelle, de culture sociale, les valeurs de tolérance
de développement, d'ambition, et ainsi de suite. Et à cela s'ajoutent des valeurs telles que, ou bien les objectifs tels que savoir lire, écrire et calculer. Déclasser les objectifs et mettre au-dessus des objectifs, je dirais pour seulement le primaire, c'est-à-dire reverser à l'école une bonne partie de ce que l'éducation familiale faisait. Parce que les familles ayant fait beaucoup confiance à l'école, alors que l'école a son rôle de formation et non pas d'éducation, je crois qu'il faut redéfinir tout ça et mettre de la culture, orienter notre jeunesse à s'intéresser à la question de la culture, parce que si nous n'occupons pas la jeunesse suffisamment à se responsabiliser, eh bien, nous devions avoir peur, la peur dans le ventre si nous regardons un peu derrière nous ce que nous laisserons comme une génération, comme génération future. Oui, Djely Tama, un homme politique doit-il communiquer partout? Vous êtes sur TikTok. Pour parler donc de votre vision politique, de vos activités, des sujets, je suppose, sérieux. Est-ce que vous pouvez distiller ces sujets entre deux fesses, deux déhanchements sur TikTok? Est-ce que ce n'est pas gênant? En fait, je me rends compte que, en fait, on parle de TikTok, mais je ne sais pas combien sur le plateau sont sur TikTok. Parce que si vous connaissez l'application, vous pouvez passer toute votre vie sur TikTok sans voir une fesse. Parce qu'il y a en réalité deux plateformes. Il y a la plateforme, ce qu'ils appellent le pour toi, qui t'envoie les vidéos en fonction de tes préférences. En réalité, si tu t'inscris sur TikTok, tu dis, les sujets qui m'intéressent, c'est éducation, sciences et culture, vous risquez de ne jamais voir une fesse circuler. Maintenant, si à un moment, vous voyez par hasard, une fesse se perd et arrive, et vous passez longtemps à la regarder, TikTok se dit, l'algorithme te dit, ah tiens, ben, le monsieur n'est intéressé par les fesses. Et dans les prochaines vidéos, il va vous envoyer les fesses. Donc, ce que je voudrais dire, trois éléments. Le premier, c'est que c'est quand même un réseau qui s'auto-régule. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand il y a une atteinte aux mœurs, soit les régulateurs qui se rendent compte que ça, c'est une vidéo et on te la supprime en même temps, ou bien alors les autres utilisateurs signalent la vidéo en disant, tiens, c'est une atteinte aux mœurs, et donc les régulateurs regardent et disent, ben non, ça ne peut pas passer. Donc, c'est comme une bonne partie des réseaux sociaux, ça se régule. Premier élément. Deuxième élément, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de WhatsApp. Pour moi, WhatsApp est encore plus dangereux que TikTok. Pourquoi? C'est que, par exemple, aujourd'hui, vous voyez des gens, des jeunes, ils créent des groupes de busy, ou bien des groupes pornographiques. Et ils font, si vous voyez les vidéos, bon, moi j'en ai jamais vu, on en parle, mais les choses qui s'envoient, les gens aujourd'hui vous découvrez des groupes WhatsApp où les gens se donnent rendez-vous dans une villa pour faire des partous. Donc c'est en réalité comprendre aujourd'hui, pour moi WhatsApp est encore plus dangereux parce que personne ne peut contrôler ce qui se dit dans un groupe WhatsApp. Alors que si TikTok, tout ce que vous mettez, à partir du moment où c'est public sur la plateforme, vous pouvez le signaler. Vous pouvez, les administrateurs peuvent venir non seulement supprimer la vidéo, sans me demander votre avis, hein, on supprime la vidéo, et si vous insistez, on vous bannit. Donc je ne dis pas que c'est une bonne chose. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, je pense que j'ai parlé de moi, j'ai parlé de beaucoup d'acteurs politiques. Ben, par exemple, quelqu'un qui vient sur TikTok et dit « Je veux connaître l'actualité togolaise sur le plan politique », malheureusement, on n'est pas nombreux, mais il aura régulièrement mes vidéos quand je publie. Donc, quand il arrive, il n'a pas du tout venant, mais il a les éléments concernant ses centres d'intérêt, comme ça s'appelle. Donc, pour moi, c'est que, malheureusement, on est parfois nombreux à parler de ces réseaux sociaux sans en avoir une expérience interne. Je trouve, et je rejoins en cela M. Kagame qui dit que les gens font très mauvais usage. Mais TikTok a un avantage sur les autres, c'est qu'on n'écrit quasiment pas sur TikTok. Tu as un appareil photo et un téléphone, tout le monde a, tu poses, tu danses, plouf, tu appuies, c'est parti. Et comme nous aussi, qu'on le veut ou non, nous les Africains, nous sommes lubriques. Pourquoi est-ce que ces personnes avancent? C'est parce que les gens vont regarder. Et je vois régulièrement des jeunes filles qui se plaignent en disant que tu vas faire une vidéo éducative, tu vas faire une vidéo pour vendre un produit. À peine tu as 2 likes, mais soulève les fesses, tu as 1 million de likes. Mais c'est ça le vrai problème, c'est que c'est nous-mêmes, nous sommes des voyeurs lumineux, les gens qui se masturbent sur TikTok. Et c'est ça qui fait que ce genre de vidéos avance. Parce que vous savez, en réalité, ce genre d'applications n'ont pas un être humain derrière, mais c'est des algorithmes. Et l'algorithme de TikTok, il est très simple, il est différent de l'algorithme des autres. Vous savez, sur Facebook, par exemple, quand vous publiez quelque chose, il va le diffuser à 3 à 5% des gens qui sont abonnés à votre page. Et si les 3 à 5 personnes sont intéressées,
il le distribue un peu plus aux gens qui sont dans votre réseau. TikTok ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez venir sur TikTok aujourd'hui avec un seul abonné. Dès que vous publiez quelque chose, il partage par centre d'intérêt. Donc du coup, si les gens qui sont, les 10, 15, 20 personnes qui sont d'intérêt trouvent que c'est bien, surtout si c'est une fesse, ben il le multiplie, il multiplie. Donc aujourd'hui, vous pouvez arriver sur TikTok en ayant 0 abonné et vous retrouvez à avoir des milliers de likes, des milliers de personnes qui adorent votre produit en fonction du centre d'intérêt. Donc finalement, et là je rejoins maintenant notre ami professeur, c'est que quels sont les objectifs que nous-mêmes, peut-être aujourd'hui africains, on s'assigne sur l'avenir? Qu'est-ce que nous voulons faire de nos vies? Qu'est-ce que nous voulons faire de nos sociétés? Et là, pour répondre à une question que vous lui avez posée, moi je pense que l'éducation d'abord familiale des parents. C'est nous, en tant que parents, qui devons faire en sorte que quand demain, notre enfant se retrouve avec un téléphone où il y a TikTok, dès qu'il y a une vidéo obscène qui arrive, qui zappe, en se disant ça, c'est mauvais. Mais c'est qu'il aurait appris à la maison le bien et le mal. Mais si on n'arrive pas à le faire, ce n'est pas l'école de le faire. Je voudrais finir en disant une chose. Est-ce que vous parlez de former les gens à TikTok? On n'apprend pas encore les gens à l'informatique. Moi, je me souviens quand j'étais à l'université, j'ai appris l'informatique de façon purement théorique. C'est-à-dire qu'on m'a remis un truc, un fascicule, on disait, ben voilà l'ordinateur, voilà la souris, machin, tout. J'ai envie d'ordinateur de ma vie. Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la question, c'est qu'est-ce que l'éducation en Afrique s'adapte aux nouvelles technologies? Les nouvelles technologies sont tellement en avance et nous sommes tellement en retrait que nous n'arrivons pas à préparer nos jeunes à ces nouvelles technologies. Ils apprennent eux-mêmes et ils en font malheureusement mauvais usage. Je fais une synthèse de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est que finalement, TikTok n'est pas aussi mauvais que les autres réseaux sociaux. Donc, il faut comprendre finalement que c'est une guerre d'hégémonie entre les différents pôles qui veulent prendre le contrôle. Si TikTok était américain, on ne lui ferait pas de procès actuellement. Voilà, ça dit que et le malheur, c'est chez nous, les Noirs, qu'on vient tout essayer, quoi. C'est que c'est sur nous qu'on essaye. C'est à nous qu'on veut faire croire maintenant que TikTok est mauvais, que les autres réseaux sont bien, parce qu'ils sont américains, donc ils sont bien. C'est automatique, hein. Quand c'est américain, c'est bien. Par exemple, quand les Américains tuent les gens, c'est bien. Ils bombardent, ils rasent les pays, c'est bien. Et quand c'est les Français qui tuent, on bombarde un convoi de mariés, on tue 19 pauvres types, c'est bien. Mais quand c'est les Russes ou les Chinois qui marchent sur un poussin, c'est scandale, c'est Cour pénale internationale, c'est sanctions contre ceci, sanctions contre cela. Vous voyez, cette façon manichéenne-là, les bons ici et les mauvais là-bas, elle est en train de pourrir toute la planète, toute l'humanité. Si les gens se disent détenteurs du droit, de la justice, qu'ils prêchent par l'exemple. On ne peut pas être là à diaboliser les autres à longueur de journée, alors qu'on est en train de commettre des forfaits partout dans le monde, des massacres partout dans le monde, et on se fait passer pour les modèles à suivre. Donc cette guerre TikTok et les autres, on n'a jamais comparé, on n'a jamais fait une chose comparative, mais on sait que quand on dit que TikTok est mauvais là, instinctivement c'est pour nous faire comprendre que les autres sont bons. Les autres ne sont pas bons. Mais le problème, est-ce que c'est pas parce que l'Occident, lui, utilise le droit, parce que quand vous évoquez le procès qu'on veut faire à Poutine, à la Cour pénale internationale, on utilise le droit, alors que les autres passent par la force. Oui, mais on dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. Eux, ils utilisent le droit. Mais tu ne peux pas utiliser le droit contre quelqu'un qui est plus fort que toi. La plaisanterie de Poutine à la CPI, Poutine a eu une bonne réaction. Les juges même de la CPI, ce n'est pas des saints. C'est une bande de tordus qui sont arrivés là-bas avec des faveurs à gauche, à droite, avec des consignes contre ci, contre cela. Donc Poutine a ouvert aussi une enquête sur la tête des membres de la CPI. Si on doit amener un dirigeant mondial aujourd'hui à la CPI, Poutine serait le dernier. Tu prends toute la famille Bush, tu prends les Obama, tu prends les Sarkozy, mais ils ont vitrifié des pays entiers. On leur a jamais rien dit. Est-ce que tu comprends? Donc la blague de Poutine à la CPI, tout le monde sait que c'est une mauvaise plaisanterie. Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité, a dit aux juges de la CPI de faire attention et de regarder souvent le ciel. C'est pas le retour de Jésus, non. Parce que du ciel viendraient des choses qui leur seraient très nuisibles. C'est l'extrême. Oui, mais est-ce que c'est une bonne ligne de défense de dire que c'est parce que les autres ont commis des forfaits? Oui, mais bien sûr. Attends. Quand on a rasé la Libye,
Est-ce que Poutine a condamné quelqu'un en Irak? C'est le Conseil de sécurité. Plus de 500 000 enfants sont morts. Non seulement des bombardements, mais des embargos qui interdisaient même qu'on importe le lait et les médicaments pour les enfants. On a amené quelqu'un à la CPI. Mais écoutez, j'ai dit que la CPI, Poutine à la CPI, c'est une façon pour les Occidentaux de nous dire qu'eux-mêmes, ils sont toute une bande de criminels qu'on n'a jamais jugé. Donc en condamnant Poutine, en amenant Poutine à la CPI, il veut nous faire prendre conscience que les Bush, les Sarkozy, les Obama, les Tony Blair, mais tous ces gens-là, c'est des gibiers de potence. On n'a même pas besoin de les amener à la CPI, on peut les prendre même en pleine route. Parce que ce qu'ils ont fait, tout le monde l'a vu. On dit démocratie, tu dis ils utilisent le droit. Mais, ok, on a bombardé la Libye. Où est la démocratie en Libye aujourd'hui? On vend des Africains en Libye, tu le sais. Des Noirs, on les vend. Nos frères qui partent en aventure pour traverser la Méditerranée, mais ils sont vendus en Libye. Où est la démocratie en Libye? Où sont les droits de l'homme en Libye? Mais ceux qui ont fait ça, au lieu de se calmer et de dire non, au fait on a fait quelque chose, non, ils sont tellement fiers de ça. Et on dit, comment on dit, que Poutine aurait enlevé des enfants. Mais je trouve mieux la méthode de Poutine. Je sais que je vais bombarder la ville, il y a des enfants, ils vont mourir. Je mets les enfants en sécurité, je bombarde. Je ne fais pas ce que les Américains ont fait en Irak ou en Libye. Directement, est-ce que vous suivez l'actualité internationale? Il y a une forme de guerre mondiale, la troisième ou la quatrième, sur tous les plans. Ce que l'OTAN et les Russes font, peut-être la même chose entre TikTok et les autres réseaux sociaux. Mais comment l'Afrique peut prendre position dans ces nouveaux conflits? Dans quelle mesure l'émergence du monde multipolaire peut-elle profiter à l'Afrique? Vous savez, le professeur dit tout à l'heure une chose, le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. En réalité, aujourd'hui, moi je considère que toutes les puissances, d'abord l'existence de la Cour et du Conseil de sécurité injuste, on est sorti des équilibres de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui mériteraient d'être au Conseil de sécurité. À partir du moment où vous donnez l'autorité à 5 pays de décider du sort du reste de la planète, ben, on est déjà dans une injustice. Et nous sommes malheureusement aujourd'hui dans un système où le plus fort a toujours raison. C'est-à-dire que j'ai condamné la deuxième guerre d'Irak, parce que la première, on peut dire que c'est une sorte de légitime défense, mais la deuxième guerre d'Irak, je l'ai condamnée. La guerre en Libye est une guerre atroce qui aurait pu s'éviter, même si c'est vrai que les gens se sont dit, à tort, avec le temps, que en fait il fallait peut-être épargner, mais après on se rend compte qu'il y avait deux objectifs politiques derrière. Donc toute guerre qui est une guerre d'agression est à condamner. Je condamne autant ces guerres-là que je condamne aujourd'hui l'agression de l'Ukraine et tout ce qui va. Mais aujourd'hui, c'est que quand vous êtes fort, vous permettez tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on a eu des atrocités en Irak, on a eu des atrocités en Syrie, on a eu des atrocités à Grozny, en Tchétchénie, c'était quand même 200 000 morts. On a eu des atrocités en Géorgie, on a eu des atrocités en Libye, on en a eu en Syrie. Donc, toutefois où ces grandes puissances qui sont présentes au Conseil de sécurité, qui considèrent qu'elles ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent, sans que nous, Africains, on puisse avoir notre parole. Moi, je rejoins nos aînés qui étaient sur le non-alignement. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la position que vous prenez sur ces trucs-là, les grands, ils vont se faire les guerres, après ils vont se réconcilier, et c'est sur nous qui avons pris des positions qui peut-être même tomberont les pots cassés. Aujourd'hui, pour moi, je pense que l'Afrique doit pouvoir retrouver sa souveraineté, sa force. Et c'est uniquement à partir de là qu'elle peut peser sur les discussions internationales. Aujourd'hui, nous sommes faibles. Économiquement, nous sommes faibles. Sur le plan militaire, nous sommes faibles. Sur le plan, peut-être même des valeurs, on parlait tout à l'heure de TikTok, où nous ne sommes que des consommateurs. Nous sommes faibles. Donc, c'est uniquement quand nous retrouverons nos lettres de noblesse, notre souveraineté, notre force, notre capacité à résister aussi à la corruption de l'Occident. Mais écoutez, nous avons aujourd'hui dans tous les pays africains des budgets qui sont 3/5 ressources personnelles et 2/5 pays les institutions de Bretton Woods. Mais en réalité, si on luttait contre la corruption, on n'aurait pas besoin d'un seul franc.
Donc, tant que nous serons dans un système où la corruption, c'est nous-mêmes qui prenons notre argent pour le mettre dans les banques en Suisse et ailleurs, et qu'après nous commençons à dire, ouais, il faut nous aider, ben, nous ne pourrons pas sortir de ce cercle vicieux et nous serons parfois appelés à prendre position. Moi, je refuse de prendre position. Ou alors, nous serons toujours des éternels mendiants, ce qui est regrettable. Il nous reste 30 secondes. Je voudrais faire réagir le professeur Aouzoguekpa pour finir cette première partie. Donc, il y a nécessité à urgence pour l'Afrique de réfléchir. Vous avez parlé d'idéologie sociale, mais moi, je peut-être parlerai de modèle civilisationnel. Est-ce que on ne doit pas aller, d'urgence vers ce chapitre-là? Oui, et le collègue et l'ami, cher ami Guéritama dit, oui, la capacité de l'Afrique, une capacité de résistance à l'influence de l'Occident. Je parlerai plutôt de quelle stratégie d'accommodation. Parce que la mondialisation fait que, ce village planétaire fonctionne de sorte que chacun, ou bien chaque partie du monde subira toujours l'influence d'une autre partie de ce monde. Mais qu'est-ce qui reste comme base? Qu'est-ce qui ne change pas dans la culture de chaque peuple? Ouais, vous allez développer cet aspect, je vais vous redonner la parole, mais là nous allons marquer une pause pour une édition du journal. On se retrouve dans la seconde partie, les téléspectateurs nous rejoindront. Plus 228 96 46 10 31 tout de suite.